Bon, on va écouter beaucoup de réactions, mais ce qui est intéressant ce matin, vous êtes des spécialistes, vous êtes des éditorialistes, vous êtes des commentateurs. Ce qui m'intéresse, moi j'ai donné un commentaire, ce qui m'intéresse c'est votre commentaire. Voilà. Alors on va commencer par Charlotte Dornelas, vous avez 1 minute 30. Ah non, mais ou 2 minutes. Ça va pas. Commentaire. Non mais commentaire politique. Commentaire politique, ça m'intéresse. Et puis après, on écoutera. Il y a beaucoup de réactions. Non mais je trouve ça très difficile de répondre à votre question sans savoir ce qui va se passer après, parce qu'en réalité, tout peut être oublié dans 3 mois, comme tout peut peser en effet sur les épaules de Marine Le Pen, en l'occurrence politiquement. Simplement, vous disiez que certains, et notamment l'électorat plus bourgeois, qu'elle drague. Je pense qu'il y a une bataille au sein du Rassemblement national. Je ne suis pas sûre que ce soit Marine Le Pen qui les drague le plus, mais en effet, certains l'ont rejoint. Mais la question est de savoir pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation. Est-ce que la censure génère une crise politique ou une impossibilité de trouver un budget, ou est-ce que des choix politiques faits depuis des années nous mènent à cette situation apportant une rupture nécessaire? La question, chacun tranchera là en l'occurrence, mais je ne suis pas sûre que tout le monde réponde comme vous l'avez fait dans votre édito. Et ensuite, la question, et là c'est un peu plus profond, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale depuis le mois de juin, on le sait, il n'y a que des minorités, et peut-être tout simplement, les gens ne sont-ils pas d'accord ? Je sais que ça a disparu du commentaire ces dernières semaines, mais vous disiez, Michel Barnier n'a pas su prendre en considération Marine Le Pen. C'était vrai pendant les premières semaines, je pense qu'il n'a pas imaginé un quart de seconde qu'elle était sérieuse sur cette question de censure. C'est vrai, mais peut-être tout simplement, pense-t-il que son budget est le meilleur ? Et même si les autres ne sont pas d'accord en réalité. Écoutez, c'est pour ça de toute façon qu'on va faire un tour de table et que c'est intéressant d'écouter. Convenez quand même qu'un ministre de droite qui augmente les taxes et les impôts de 40 milliards, c'est quand même assez étrange. C'est original. Et il y a aussi toujours une part de psychologie dans les rapports humains. Vous savez, ce mot, il ne l'a pas traité. Je pense que M. Barnier, qui pense être le négociateur suprême du Brexit, il n'a pas été très bon. Voilà. Tour de table, Éric Revel. Je vais faire preuve d'humilité comme Charlotte, mais je vais me mouiller un peu plus. Je vais vous dire, Pascal, c'est le grand absent, et en même temps, il est présent dans tous les esprits. Il est en Arabie Saoudite pour négocier des investissements étrangers en vantant la stabilité de la France. Emmanuel Macron est le responsable de ce fiasco. Le poison lent de la dissolution sans antidote politique, c'est sa construction. Donc en réalité, la question qu'on peut se poser maintenant, de manière très claire, c'est pas la démission du président, c'est comment le président de la République, non pas pour son destin personnel, mais pour celui de la France, sort le pays de l'ornière politique dans laquelle il l'a placé. Et c'est à cette réponse-là que moi j'aimerais avoir le plus rapidement une réponse. Alors on dit, parce que M. Lecornu, qu'on pressent, le ministre de la Défense est avec lui en Arabie Saoudite. Après, est-ce que le Rassemblement national ou les oppositions peuvent accepter quelqu'un de trop proche d'Emmanuel Macron ? C'est pour ça que le poison lent de la dissolution n'a pas d'antidote politique. Alors je me souviens quand même que Thierry Solère, l'un des conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avait organisé un déjeuner ou un dîner secret où Lecornu avait rencontré Marine Le Pen. Vous disiez, Pascal Praud, a raison, sans doute que Barnier n'a pas traité suffisamment Marine Le Pen. Peut-être qu'un Lecornu à Matignon, ce serait plus... Voilà. Mais je ne vois pas comment on sort de cette ornière. Je vais interroger Élodie Huchard, moins sur le commentaire peut-être que sur le factuel, sur ce qui peut se passer ces prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'avec cette Assemblée nationale, l'équation, c'est quand même de pencher à droite et d'avoir un ministre, Premier ministre, qui entend les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen, puisque à gauche, il n'y a pas de solution, sauf si le PS, et c'est là que je vous interroge, Élodie Huchard, sauf si le PS faisait scission avec la France Insoumise. Et j'ai vu hier certains communiqués du PS expliquant que peut-être il allait prendre ses distances, qui voulait virer et Mélenchon et Olivier Faure. Mais j'ai envie de dire, ces socialistes, ils sont dans une cabine téléphonique. Il y en a très peu qui sont comme ça. Il y en a déjà très peu et il faut reconnaître qu'ils ne pèsent en plus pas grand-chose au sein du Parti socialiste. Parce que des tentatives de scission et d'éloignement de la France insoumise, il y en a parfois eu. Le problème, c'est qu'ils savent une chose. D'abord, ils doivent leur poste à cette alliance avec le nouveau Front populaire et ils sont extrêmement minoritaire. Et c'est vrai que pour revenir sur la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on se rappelle quand même que la base de la dissolution, un des arguments d'avoir dissous, c'est que le président de la République voulait trouver un gouvernement qui ne soit pas censuré au moment du budget.
On voit donc. Mais je lis le communiqué du PS. Au terme de 2 mois de débat budgétaire, les socialistes constatent l'échec de la méthode de M. Barnier, qui n'a à aucun moment cherché à lier le dialogue avec les groupes de gauche, ni avec certains groupes de son socle commun. Cette motion de censure n'est pas une fin en soi, elle n'est pas non plus un outil qui vise à la déstabilisation. Les socialistes n'ont jamais fait le pari du chaos institutionnel. Notre responsabilité est de présenter une issue et des solutions. Mais qui parle dans ce communiqué du Parti socialiste? C'est pas Olivier Faure. Alors non, c'est pas Olivier Faure, ce sont des députés assez inconnus au bataillon, pour être assez honnête, et que moi-même je serais bien incapable, je pense, de reconnaître à l'Assemblée. Et quand ils expliquent, ils parlent de chaos institutionnel, etc. Quand ils se sont alliés il y a quelques semaines ou quelques mois avec le nouveau Front Populaire, a priori ils savaient où ils mettaient les pieds. C'est un peu facile maintenant de se dire on peut tenter de faire scission, ils sont pas assez nombreux de toute façon pour faire quoi que ce soit. Tour de table, et on ne parle pas non plus de Gabriel Attal, a une pression très forte, et c'était lui, paraît-il, hier le plus heureux d'une certaine manière de cette censure annoncée, parce que, vous confirmez ou pas, hein, oui, il y avait une partie du socle commun qui se réjouissait. Je parle de mauvais génie de la Macronie, parce que lui a intimé l'ordre à Michel Barnier, on ne négocie pas avec le RN, comme il l'avait fait en juin. Oui. Bon. On voit les résultats. Il a gardé la même stratégie. Il fait partie de ceux on qui voit les considèrent résultats. qu'on a signe égal entre LFI et RN. Le problème, on voit les résultats. On voit le résultat. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas ignorer les 11 millions d'électeurs du RN. C'est simplement la démocratie qui a parlé au mois de juin. Tour de table. Chloé Morin, votre analyse d'hier. Ce qui me frappe, c'est à quel point on est prisonnier de nos institutions et notamment du système électoral. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une situation où on sait qu'il faut faire des efforts pour faire baisser les déficits, mais à un moment où les députés à l'Assemblée savent tous que potentiellement dans 6 mois, ils doivent retourner à l'élection et donc aller expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont voté telle ou telle mesure impopulaire, et au moment aussi où les uns et les autres visent tous 2027. Vous citiez Gabriel Attal, mais on peut citer Mélenchon, Marine Le Pen, etc., etc. Et ce simple fait qu'il est impossible, de voter un budget qui est un tant soit peu raisonnable, on va dire, et 2, qu'il est impossible de s'extraire des calculs personnels qui ont tout brouillé. Et on a bien vu à la fois Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la démission d'Emmanuel Macron et qui est déjà dans la présidentielle alors même que Michel Barnier était pas, enfin qu'on ne savait pas encore que Michel Barnier serait censuré. On voit bien que les uns et les autres avancent leur pion. Je vais au gouvernement ou je vais pas au gouvernement pour avancer, etc. Tant que ça sera comme ça, on avancera pas. Oui, mais vous dites calcul personnel. Michel Barnier, c'était pas son intérêt la censure. Et Marine Le Pen, c'est pas son intérêt non plus la censure. Je vois pas l'intérêt qu'elle a là-dedans. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Je pense que je perçois pas son intérêt. C'est très compliqué. Je suis pas sûre qu'il soit facile de voir quel est l'intérêt réel de Marine Le Pen aujourd'hui. Je pense qu'on le verra a posteriori, mais on ne sait pas quelle va être l'ampleur de l'éventuelle crise financière et économique qui est devant nous. On ne sait pas à qui la responsabilité de cette crise va être imputée. Est-ce que ce sera à Emmanuel Macron? Est-ce que ce sera à Marine Le Pen? Et sans ces données-là, on ne peut pas savoir. Ça peut être très rapide aussi. Il peut y avoir un Premier ministre vendredi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron peut prendre le contre-pied de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il avait attendu 50 jours. Et là, il nomme quelqu'un vendredi. Et tout repart à zéro, disons-le. Il faut aller vite, effectivement. Aussi pour la loi spéciale, pour lever l'impôt, etc. Là, il faut accélérer. Il y a aussi des contraintes, cette fois, qui lui pèsent dessus un peu plus. C'est pourquoi, je vous dis... Lever l'impôt, ça va aller plus vite. Oui, lever l'impôt... Bon. Tour de table, et c'est Joseph Massescaron qui donne son édito sur ce qui s'est passé hier. Il y a un mot qui a été pris dans un tweet de Bruno Retailleau, c'est le mot agenda personnel. Et moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception, y compris M. Barnier, a un agenda personnel. Et c'est ça ce qui me frappe. Personne ne pense à l'intérêt de la France, personne ne pense à l'intérêt des Français, il y a un agenda personnel. Alors on me dit, c'est normal, puis c'est le retour à la 4e République. Et moi je dis non, c'est pas le retour à la 4e République. Pourquoi? Parce qu'à la 4e République, il y avait une grosse différence. C'est que, évidemment, c'était le chaos généralisé, mais c'est que le personnel politique qu'il y avait sur la 4e était, pardonnez-moi, d'une haute tenue par rapport à celui qu'on a maintenant. Les enjeux sont phénoménaux. En matière économique, en matière sociale, en matière géopolitique, mais dans tous les domaines. C'est phénoménal et nous avons des nains politiques. Voilà, et c'est ça ce qui me frappe. C'est ça qui me frappe. Les Français ont en face d'eux des nains politiques. Voilà. Donc oui, ils ont tous, sans exception, des agendas personnels. Vous pouvez, si vous voulez m'interroger, on peut reprendre... Mais Marine Le Pen, c'est quoi son agenda personnel? C'est son calendrier judiciaire. C'est son calendrier judiciaire. J'ai bien entendu
Monsieur Tanguy interrogé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des réquisitions du procureur, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu censure? Ah, mais je pense que ça ne serait pas passé, oui, absolument de la même manière. Mais alors ça, c'est une analyse, effectivement, et c'est le principe de l'éditorial. C'est une analyse, mais rien ne le prouve. Ah bah attendez, moi je suis désolé, j'ai bien entendu, et j'ai entendu les arguments aussi bien M. Ballard que M. Tanguy, entre les deux qui dit finalement, il y a eu un changement, il y a quelque chose qui s'est changé. Parce que, évidemment, la position de Mme Le Pen n'est pas la même que... Mais quel est le lien pour que les téléspectateurs comprennent, quel lien existe-t-il entre une censure et les réquisitions du parquet? Mais parce qu'ils espèrent, ce qui a été dit par M. Alliot, et c'est dans les 3 hypothèses aussi évoquées à l'Assemblée nationale par Marine Le Pen, c'est-à-dire ils espèrent un départ de M. Mais enfin, vous savez bien que Mme Le Pen, elle n'est pas née de la dernière pluie, et Emmanuel Macron ne démissionnera jamais. Ça, c'est ce qu'ils espèrent. Ça, c'est ce qu'ils espèrent. Voilà. Ben, c'est ce qu'ils espèrent, parce que, pardonnez-moi, mais Marine Le Pen joue en fait sa survie politique dans cette affaire. C'est quelque chose, on l'a dit suffisamment ici, c'est quelque chose de honteux. Jean-Pierre Chevènement lui-même l'a signalé. Ça, c'est-à-dire le sort qui lui est fait est un sort honteux. Bon, donc c'est des nains. Ils gèrent tous leur agenda personnel. Il s'agit de l'intérêt de la France et nous avons des nains politiques. Bon, alors, si vous me permettez, c'est un peu facile. Là, vous allez rallier les suffrages. Hein. Si vous dites ils sont tous nuls, ça vous allez rallier les suffrages. Mais parce que vous pensez aujourd'hui que je trouve que c'est un peu facile comme analyse. Vous pensez que les Français aujourd'hui ne pensent pas ils sont tous nuls. Mais je pense vraiment, c'est ce que je vous dis, je pense qu'ils pensent tous ça. Ils pensent tous ça, oui. Oui, ils pensent tous ça. Et ils ont raison. Oui. Et les Français ont raison. Et je vais vous dire pourquoi aussi ils ont raison. Ils ont raison également parce que... Ils pensent aussi que tous les journalistes sont nuls, hein, je vous dis. Et ils pensent tous que vous êtes nuls, qu'on est tous nuls, qu'on essaie l'entre-soi, etc. Tout le monde est à mettre dans le même sac. Les artistes, les bidules, tout le monde, je vous assure. La question n'est pas là, bien évidemment. Mais vous sentez mauvais. Mais Pascal Praud, moi je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas élu, je ne suis pas responsable politique. Mais juste sur les propositions. Personne, par exemple, lorsqu'il s'agit de la question des retraites, personne ne parle, à part David Lisnard, de la solution qui est la capitalisation. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du budget, personne, de M. Barnier, vous avez souligné à juste titre que ce n'était pas un budget de droite. C'était un budget que François Hollande aurait pu proposer. Ça ne fait aucun doute. Mais personne, par exemple, ne dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas privatisé, on n'a pas vendu un certain nombre de joyaux de la famille ?» Par exemple, Orange. Qu'est-ce qu'on fait chez Orange? Je suis désolé, si on avait vendu un certain nombre de choses, eh bien, il n'y aurait pas de déficit. Mais oui. Mais vous avez raison. Et qui le dit? On le dit en permanence. Mais arrêtez, mais même à droite. Les autres le disent. Mais les autorités, par exemple, administrativement indépendantes. Ça vous semble acquis comme idée, mais c'est pas du tout ça. Éric Revel. Pour deux raisons. C'est que quand vous vendez ce qu'on appelle les bijoux de famille industriels, on continue à faire disparaître des grandes marques en France. Péchinet a disparu, racheté par le Canadien Alcan. Et puis je vous rappelle, puisqu'on est à quelques centaines de millions de prêts en ce moment, que ça rapporte 3 milliards d'euros de dividendes chaque année, les participations de l'État. Donc hors de moi l'idée de nationaliser, mais dire il suffit de vendre les participations de l'État pour se faire du cash, et c'est one shot. Vous avez tous donné. Vous l'avez plus. Et vous n'avez rien réformé structurellement. Vous avez tous donné. Vous avez tous donné. Si, parce qu'on a réformé justement l'État. On a réduit l'État. Vous avez tous donné votre édito. Bon, les auditeurs et téléspectateurs vous ont écouté avec intérêt. Maintenant, il y a beaucoup de réactions qui sont tombées ce matin. Alors, à Marine Lançon, je vous propose d'écouter d'abord Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. Il était sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk tout à l'heure. Nous votons la censure. Et nous votons seulement la censure par la Constitution. La gauche, évidemment, elle l'a fait aussi avec les retraites, multiplie les outrances, fait du gros rouge qui tâche pour nous dévier de notre trajectoire d'intérêt national. Mais même si on nous critique, même si on nous insulte, nous, on défend l'intérêt national. Si ça avait été le NFP, pour le coup, le nouveau Front Populaire qui l'avait défendu, ou en son temps François Hollande, c'était pas si ancien déjà avec Emmanuel Macron, ils auraient crié au loup. C'est un budget totalement socialiste. Question simple. Si ce soir, Michel Barnier annonce son départ et démissionne, et dit, voilà, il reprend la thèse de Massescaron, ce sont des nains, et je pars pour colomber les deux églises. Enfin, lui n'a pas été, mieux, vous l'avez souligné. Mais je suis d'accord avec vous, parce que... il n'a pas été mieux. Mais il a été d'une rigidité totale. Voilà. Et voilà, et
j'avais perçu cela quand il était directeur de campagne de Valérie Pécresse. Oui. Je vous assure, j'avais été très surpris quand il t'expliquait que Valérie Pécresse, à 3%, allait être championne, allait être présidente de la République. Je pense qu'il a dans son ADN une rigidité qui lui permet de ne pas écouter les uns les autres, manifestement. Mais s'il démissionne ce soir, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la même chose que s'il tombe, c'est-à-dire qu'il va remettre sa démission au président de la République, qu'il l'accepte, et ensuite... Mais il n'y a pas de 49-3 quand même, s'il démissionne, il n'y a pas de 49-3. Ah bah non, il n'y aura pas la discussion des motions de censure, il ne sera pas renversé, mais techniquement, il se passera la même chose, il restera en gérant les affaires courantes jusqu'à ce que son... Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que c'est possible ? Qu'il démissionne. Alors, techniquement, est-ce que c'est possible ? Oui, ça, Oui. c'est pas l'état d'esprit de Michel Barnier. Ah bon ? Il est dans quel état d'esprit ? Ah bah, c'est plutôt quelqu'un, Michel Barnier, qui se dit, alors on parlait de rigidité, ce qu'on dit aussi que c'est quelqu'un d'assez susceptible, qui a un petit peu d'ego, il en faut sans doute pour être Premier ministre, mais c'est quelqu'un qui estime qu'il a mené la tâche comme il le fallait, que c'est le Rassemblement national qui a été de mauvaise foi et pas du tout lui, qu'il les a extrêmement bien traités, c'est ce qu'on nous dit, et donc lui va attendre sans doute patiemment le... Je disais tout à l'heure, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy l'ont éloigné du pouvoir, on peut dire comme ça. Oui. Oui, oui, bon, il y a quelques raisons peut-être. Bien évidemment. Bon, non, mais il y a quelques raisons peut-être. Ça s'entend. Bon, deuxième passage. Je voulais écouter. Je trouve extrêmement dur avec Barnier. Je vais vous dire. Les résultats sont pas bons. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, je juge le résultat. François Mitterrand n'avait jamais nommé François Hollande à un poste ministériel. Ça l'a pas empêché d'être président de la République. Alors, vous savez, oui, mais les jugements. Non, mais attendez. C'est pas que je suis dur, c'est qu'il est incapable de négocier manifestement d'aller au bout. Ce qui me surprend toujours, c'est la façon dont on exonère le chef de l'État du chaos politique dans lequel on se trouve. Quand Barnier accepte... Mais on l'exonère pas, Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il n'a pas de majorité pour faire de réformes structurelles. Alors vous dites c'est un budget socialisme. Bon, j'entends, c'est un budget... Mais il n'y a pas d'économie. Mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Mais quelle réforme structurelle vous voulez qu'il fasse ? Mais moi, je vous en trouve plein. Moi, je vous supprime toutes les autorités administratives immédiatement. Non, ce qui est absolument hallucinant, c'est les 40 milliards d'euros d'impôts. Mais l'AME, vous allez continuer à... L'AME, on est le seul pays au monde. Mais oui, mais l'AME, le Premier ministre essaie sur le point de lâcher en partie la progression du financement de l'AME. Moi, j'arrive pas à donc ça s'appelle des économies. On n'a pas à taxer les gens encore plus. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme réforme structurelle avec la majorité qu'il n'a pas à l'Assemblée nationale ? Que voulez-vous si tant est qu'il a eu la volonté politique de le faire. Peut-être qu'il n'en a aucune. Que voulez-vous qu'il fit contre 3 ? Qu'il mourut ou qu'un beau désespoir alors le secourut. Bon. Comme vous le savez. Vous le savez. Dites-moi, je voulais vous faire écouter Alexis Brézet. Très intéressant ce qu'a dit Alexis Brézet ce matin sur Europe 1. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que le RN va voter contre le RN. Ah oui. Puisque la motion de censure d'LFI, en fait, c'est un, c'est un brûlot contre le Rassemblement national. Un crachat à la face des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Donc là aussi, le RN a une position étonnante, puisque le RN va voter la motion de censure LFI, alors que LFI ne votera pas de motion de censure du RN. Oui, c'est effectivement ça, et le NFP a fait exprès de mettre un paragraphe dans sa motion de censure très anti-RN pour voir si le RN allait voter effectivement contre un groupe qui les gratigne, pour être gentil. Le carillon, et hier nous étions en retard, donc aujourd'hui il faut que je sois plus vigilant avec l'excellent Thomas Hill qui sera avec Eddie Mitchell, qui a la chanson qui convient à cette période. Tu peux préparer le café noir.